Bonjour, nous voici arrivés donc à la séance du 14 décembre 2021, séance qui va clore la session de secours pour l'année civile et qui nous donne donc, après que cette séance sera terminée, rendez-vous au début du mois de janvier 2022. Lors de la dernière séance, celle donc du 7 décembre, j'avais parcouru l'itinéraire qui conduit de la liberté naturelle à la liberté civile, c'est-à-dire à la liberté prise au sens juridique, en passant par l'égalité. Cet itinéraire, nous l'avions suivi en commentant en particulier l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article qui commence, vous vous souvenez, par l'expression « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Il faut nous arrêter à nouveau sur cette formulation qui comporte une ambiguïté, comme nous allons le voir. Le fait que la liberté voit son contenu défini à partir des actes, pouvoir faire. Le fait donc que la liberté juridique soit définie à partir des actes, en prenant en compte les actes, atteste que nous sommes bien en présence d'une définition à caractère juridique. Car le propre du droit est précisément de ne connaître que des actions que nous commettons. La loi n'a que faire des intentions homicides, par exemple, que vous pourriez nourrir à l'endroit d'un voisin que vous détestez, tant que vous ne passez pas à l'acte, tant que vous n'entreprenez rien qui soit un commencement de réalisation de cette intention. Alors bien sûr, la loi peut tenir compte des intentions, elle tient compte de ce qui se passe dans l'esprit de celui qui commet une certaine action. Par exemple, elle distingue le meurtre avec ou sans préméditation, elle distingue le meurtre de l'assassinat, elle distingue l'homicide de la mort donnée sans intention, mais elle ne le fait que dans la mesure où un acte a été commis. Elle ne s'intéresse à la question de savoir si vous avez prémédité votre action qu'à partir du moment où vous l'avez effectivement accomplie. Et donc, le droit n'a, je le répète, à connaître que des actes, et le fait que la liberté ait été définie dans l'article 4 comme pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui montre que nous sommes donc bien ici en présence d'une définition de la liberté juridique et non plus du tout comme dans les articles 1 et 2 d'une liberté naturelle. Mais je parlais d'une ambiguïté, et cette ambiguïté, elle concerne le verbe pouvoir. En quel sens faut-il prendre ici ce verbe pouvoir dans l'énoncé « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Car, comme vous le savez, c'est une remarque tout à fait banale, en français, le verbe pouvoir peut s'entendre aux deux significations de la possibilité et du droit. Si vous dites par exemple, je peux soulever un poids de 30 kg, mais je ne peux pas soulever un poids de 100 kg, vous parlez bien sûr de la possibilité physique, la possibilité matérielle. Mais si vous dites que vous pouvez rouler sur l'autoroute à 130 km/h, mais que vous ne le pouvez plus dès lors qu'il pleut, c'est une règle d'ailleurs dont je constate très souvent qu'elle est peu connue, ou en tout cas peu respectée. Si vous dites que vous pouvez rouler sur l'autoroute à 130 km/h, mais que vous ne le pouvez plus dès qu'il pleut, ce n'est bien sûr pas de la possibilité qu'il s'agit, car nos voitures et leurs pneus permettent tout à fait de rouler à 130 km/h, et même beaucoup plus vite, même par forte pluie, mais il s'agit bien entendu du droit, de ce qui est permis, de ce qui est licite. Alors, de quoi ici s'agit-il? D'une possibilité ou d'un droit? On va voir que la question n'est pas indifférente. La liberté qui avait été posée aux articles 1 et 2 avait été définie par la capacité, c'est-à-dire en tant que possibilité. Ce sont les philosophes des Lumières qui avaient produit cette définition de la liberté comme capacité factuellement, de fait, présente en tout être humain de conduire son existence comme il l'entend à l'aide de la raison, selon les préceptes
que lui dicte la raison. Et dans ce concept de la liberté naturelle, rien ne renvoyait à un droit. Rien ne nous parlait du licite ou de l'illicite, du permis ou de l'interdit. Ce droit était, si j'ose dire, potentiellement infini. Mais ici, à l'article 4, la liberté n'est plus définie par la seule capacité, par les facultés naturelles du sujet isolé. Elle prend un tout autre caractère, elle reçoit un contenu déterminé par la nécessaire relation aux autres dans les rapports sociaux, et pour cela, elle implique, et c'est ce que j'avais montré dans la séance précédente, elle implique nécessairement un aspect fortement marqué de limitation. En vérité, je crois pouvoir dire que dans cet article 4, le verbe pouvoir renvoie aux deux aspects, d'une part du droit et d'autre part de la possibilité, selon le point de vue auquel on se place. Premièrement, l'exigence de faire coexister, de faire cohabiter mon droit naturel, ma liberté naturelle, avec la liberté naturelle de tous les autres, impose, comme nous l'avons vu, que la loi limite l'extension de mon droit juridique. La loi me commandera certaines choses et elle m'en interdira d'autres, ce qui suffit à définir négativement le domaine de ce qui est licite et de le distinguer de ce qui est illicite. Tout ce qui n'est pas interdit est permis, je l'avais dit la dernière fois. On a clairement affaire ici, dans cet usage du verbe pouvoir, à l'aspect du droit. Pouvoir signifie ce qui m'est interdit, ce qui m'est permis. Simplement, il faut bien voir ceci, et ce sera l'autre aspect, l'aspect de la possibilité. Il faut bien comprendre qu'en m'interdisant de faire tout ce qui nuit à l'autre, la loi ne définit pas seulement mon droit, elle ne définit pas simplement ce qui m'est permis, mon droit, en le limitant, ce droit. Elle garantit, du fait même qu'elle pose des limites à ce qu'il m'est légalement permis de faire, cette loi garantit à cet autre, celui qui est en face de moi, à celui dont la puissance d'agir rencontre la mienne dans le rapport social, elle permet à cet autre de faire tout ce qui ne me nuit pas. Et elle le lui permet au sens où elle le lui rend possible. Non seulement il a le droit de faire tout ce qui ne me nuit pas, mais il en a la possibilité par le fait que la loi pose une interdiction, pose des limites à ce qu'il m'est à moi permis de faire à son égard. Alors bien sûr, il faut ajouter, et cette précision est tout à fait cruciale, que la possibilité n'est offerte, n'est garantie par la loi à l'autre de faire tout ce qui ne me nuit pas, que sous condition que soient réellement mises en œuvre les restrictions légales qui s'appliquent à mon droit. C'est-à-dire que si certaines choses m'étaient interdites par la loi, sur le papier, dans les textes, mais si, de fait, l'autorité publique, l'autorité civile, ne prenait pas les mesures nécessaires, les mesures requises pour que je sois effectivement empêché de faire ce que la loi m'interdit de faire, cette possibilité pour l'autre d'étendre l'exercice de son droit naturel aussi loin que le permettent les limites qui sont posées à mon droit, cette possibilité serait vaine. Cette possibilité resterait lettre morte. Cette possibilité resterait purement formelle, purement verbale. Elle serait sur le papier, mais elle ne serait pas dans la réalité. Eh bien, c'est la tâche de ces institutions que sont la police et la justice, que de poser non seulement, alors, que de faire respecter les limites qui ont été posées par la loi à mon droit. Les textes de loi posent des limites à mon droit et ensuite des institutions comme la police et la justice font en sorte que je respecte ces limites et que s'ouvre ainsi pour l'autre un espace dans lequel il aura la possibilité, il aura toute l'attitude de faire tout ce qui lui est permis par la loi, c'est-à-dire ce qui ne me nuit pas.
Donc, il va de soi que cette possibilité, pour être garantie, doit reposer sur autre chose que le texte de la loi. Elle doit reposer sur des moyens matériels, physiques, de contrainte. Et c'est pourquoi il n'y a pas de loi qui vaille, il n'y a pas de loi qui tienne sans que cette loi soit armée d'un glaive, le glaive de la police et le glaive de la justice. Voyons maintenant, pour finir, comment se boucle la boucle de la liberté à l'égalité et comment l'unité de la liberté et de l'égalité se trouve réalisée dans la loi. Et donc, je donne à cette section ce titre, l'unité de la liberté et de l'égalité réalisée dans la loi, accomplie par la loi. Je crois avoir, au stade où nous en sommes, au point où nous sommes parvenus, je crois avoir démontré ce que j'annonçais au départ, à savoir la réciprocité de la liberté et de l'égalité. Je crois donc avoir fait un pas d'importance, un pas considérable, en direction de la réponse à ma question, y a-t-il une unité de la devise républicaine? J'ai montré que cette réciprocité de la liberté et de l'égalité est fondée dans l'enchaînement rigoureux, enchaînement que nous a révélé le parcours des articles successifs, des premiers articles de la Déclaration des droits, des articles 1 à 5. Cette réciprocité est fondée donc dans l'enchaînement rigoureux des exigences respectivement attachées à ces deux valeurs. Liberté et égalité impliquent certaines exigences. Ces exigences s'articulent de façon cohérente et même systématique, et c'est dans cette articulation que se noue le rapport réciproque entre liberté et égalité. Ce qui veut dire que cette réciprocité est fondée, du moins aux yeux des déclarants de 1789, cette réciprocité est fondée dans la nature même des choses. L'articulation de ces exigences est socialement réalisée, elle est réalisée sous les contraintes de la vie sociale et dans le cadre de cette vie sociale, par cette institution qu'est la loi. Et elle ne peut être réalisée que par là. Je vais ici lire un très long passage de l'article Économie politique que Jean-Jacques Rousseau avait rédigé pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Je vais lire ici 3 longs paragraphes et je ne pense pas, je ne connais pas du moins, de passage, je ne pense pas qu'il existe de passage dans la littérature de la philosophie politique dans lesquels on puisse trouver une explicitation plus claire, plus lucide et plus consistante de ce que signifie le terme de loi. Donc, Jean-Jacques Rousseau, article Économie politique de l'encyclopédie. Cherchez les motifs qui ont porté les hommes unis par leurs besoins mutuels dans la grande société à s'unir plus étroitement par des sociétés civiles, ce que la déclaration appelle des associations politiques. Vous n'en trouverez point d'autre que celui d'assurer les biens, la vie et la liberté de chaque membre par la protection de tous. Vous n'en trouverez point d'autre que celui d'assurer les biens, la vie et la liberté de chaque membre par la protection de tous. On voit très bien que l'article 2 de la déclaration a été copié sur ce passage de l'article Économie politique. Or, comment forcer des hommes à défendre la liberté de l'un d'entre eux sans porter atteinte à celle des autres? Et comment pourvoir aux besoins publics sans altérer la propriété particulière de ceux qu'on force d'y contribuer? Ici, Rousseau, naturellement, parle de l'impôt. De quelque sophisme qu'on puisse colorer tout cela, il est certain que si l'on peut contraindre ma volonté, je ne suis pas libre, et que je ne suis plus maître de mon bien si quelque autre peut y toucher. Cette difficulté, qui devait sembler insurmontable, a été levée avec la première, par la plus sublime de toutes les institutions humaines,
ou plutôt par une inspiration céleste, qui apprit à l'homme à imiter ici-bas les décrets immuables de la divinité. Je répète cette phrase, cette difficulté, qui devait sembler insurmontable, a été levée avec la première par la plus sublime de toutes les institutions humaines, ou plutôt par une inspiration céleste qui apprit à l'homme à imiter ici-bas les décrets immuables de la divinité. Cette imitation est celle par l'homme, avec ses lois civiles, avec ses lois juridiques, des lois que sont les lois naturelles, bien entendu, instituées par la divinité. Dieu qui a, comme disait Descartes, institué les lois de la nature, ainsi qu'un monarque en son royaume. Et donc, Rousseau fait ici une analogie entre les lois naturelles et les lois civiles, les lois juridiques. Évidemment, cette analogie a forcément, comme toute analogie, des limites. La limite tient d'abord à ceci, que, comme chacun sait, il est impossible, il est exclu par principe de se soustraire aux lois naturelles, alors que, bien entendu, il est toujours possible de désobéir aux lois civiles. Je continue en lisant Rousseau. Par quel art inconcevable a-t-on pu trouver le moyen d'assujettir les hommes pour les rendre libres, d'employer au service de l'État les biens, les bras et la vie même de tous ses membres, sans les contraindre et sans les consulter, d'enchaîner leur volonté de leur propre aveu, de faire valoir leur consentement contre leur refus et de les forcer à se punir eux-mêmes quand ils font ce qu'ils n'ont pas voulu. Comment se peut-il faire qu'ils obéissent et que personne ne commande, qu'ils servent et n'aient point de maître? D'autant plus libre en effet que sous une apparente suggestion, nul ne perd de sa liberté que ce qui peut nuire à celle d'un autre. Ces prodiges sont l'ouvrage de la loi. C'est à la loi seule que les hommes doivent la justice et la liberté. C'est cet organe salutaire de la volonté de tous qui rétablit dans le droit l'égalité naturelle entre les hommes. C'est cette voix céleste qui dicte à chaque citoyen les préceptes de la raison publique et lui apprend à agir selon les maximes de son propre jugement et à n'être pas en contradiction avec lui-même. Quand est-ce que le citoyen est en contradiction avec lui-même? Quand il agit contre la loi qu'il a lui-même décidée, à l'élaboration de laquelle il a lui-même contribué, ainsi que le prévoit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce pourquoi il se met en contradiction avec lui-même quand, par ses actes, par sa conduite, il viole les lois qui sont les siennes. Et c'est pour ça que Rousseau peut dire un peu plus haut que lorsque un homme subit la peine que lui inflige la justice en raison de la violation d'une loi, eh bien, la société ne fait, ou plutôt l'association politique ne fait que le forcer à se punir lui-même quand il fait ce qu'il n'a pas voulu. Parce que ce qu'il veut, c'est la loi. Il veut la loi au titre d'obligation universelle. Il veut une exception pour lui à l'instant où il choisit de transgresser cette loi. Il est en contradiction avec lui-même. Et pour cela, il n'est plus libre. Et comme le dit une autre formulation du contrat social, on le forcera d'être libre. Infliger une amende, mettre en prison, éventuellement couper la tête du délinquant ou du criminel, c'est le forcer à être libre. Il y a là dans cette formulation évidemment une puissance extraordinaire et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais Kant tirera de cette lecture, de ces passages de Rousseau, toute sa philosophie morale. Rousseau continue toujours sur la loi. C'est elle seule aussi que les chefs doivent faire parler quand ils commandent. Car sitôt qu'indépendamment des lois, un homme, en prétend soumettre un autre à sa volonté privée, il sort à l'instant de l'état civil et se met vis-à-vis de lui dans le pur état de nature, où l'obéissance n'est jamais prescrite
que par la nécessité. Prétendre imposer sa volonté privée à un membre de l'association politique, c'est sortir, c'est se mettre soi-même hors de l'état civil, c'est s'exclure soi-même de l'association politique et rentrer dans le pur état de nature. État de nature ne veut pas dire, bien sûr, ici, qu'on s'en va, on s'enfuit dans la forêt, très loin, dans une nature vierge, pour aller y mener sa petite vie solitaire. Pas du tout. L'état de nature se définit non pas comme le fait d'habiter dans la nature, dans une nature où il n'y a plus rien d'artificiel ou d'humain. Non, l'état de nature se définit comme cet état dans lequel je ne suis plus engagé que dans des rapports de force, ainsi que c'est le cas dans la nature, celle où nous voyons se débrouiller comme ils peuvent entre les minéraux, les végétaux, les animaux, entre lesquels ne règnent en effet que des rapports de force. Dernier paragraphe. Le plus pressant intérêt du chef, de même que son devoir le plus indispensable, est donc de veiller à l'observation des lois dont il est le ministre voulant dire ici le serviteur, au sens où l'on parle par exemple du ministre du culte, et sur lesquelles est fondée toute son autorité. S'il doit les faire observer aux autres, à plus forte raison doit-il les observer lui-même, qui jouit de toute leur faveur. Car son exemple est de telle force que quand même le peuple voudrait bien souffrir qu'il s'affranchit du joug de la loi, il devrait se garder de profiter d'une si dangereuse prérogative que d'autres s'efforceraient bientôt d'usurper à leur tour, et souvent à son préjudice. Au fond, comme tous les engagements de la société sont réciproques par leur nature, il n'est pas possible de se mettre au-dessus de la loi sans renoncer à ses avantages. Et personne ne doit rien à quiconque prétend ne rien devoir à personne. Personne ne doit rien à quiconque prétend ne rien devoir à personne. Par la même raison, nulle exemption de la loi ne sera jamais accordée à quelque titre que ce puisse être dans un gouvernement bien policé. Les citoyens même, qui ont bien mérité de la patrie, doivent être récompensés par des honneurs et jamais par des privilèges. Car la République est à la veille de sa ruine, sitôt que quelqu'un peut penser qu'il est bon de ne pas obéir aux lois. Je répète, j'allais dire, je vous mets au défi, mais ce n'est pas un défi, c'est une demande. Si vous avez en un espace si bref lu quelque chose de meilleur pour définir ce qu'est la loi, eh bien, je vous garantis que je suis preneur. Ne tardez pas à me le communiquer. Quelques remarques pour finir. Il faut s'arrêter de nouveau sur l'article 5. La loi n'a le droit de défendre que ce qui est nuisible à la société. La formulation est un peu étrange. En effet, comment peut-on fixer des bornes à ce que la loi a le droit de faire, défendre, ordonner, si la loi seule est habilitée à dire le droit, à énoncer des prescriptions et des interdictions? La réponse est celle-ci, et je pense qu'elle est assez simple, et que vous l'avez peut-être deviné sans que j'ai besoin de le dire. C'est qu'ici, à travers le texte de la Déclaration des droits, ce n'est pas la loi qui parle. Ce qui parle, c'est le droit naturel. Le droit naturel reprend ici cette parole qui était la sienne dès l'article 1 et qu'il ne lâchera jamais dans tout le texte de la Déclaration. C'est dans le texte de la Déclaration, dans sa totalité, le droit naturel qui parle et qui nous dit ceci: la loi, les lois juridiques, ces lois qui sont inscrites dans les codes, les textes de loi, eh bien, ce n'est pas l'absolu. La loi n'est pas un absolu. La loi ne vaut que relativement à deux pôles de légitimité. Le premier, c'est la souveraineté populaire. Il n'y a de loi légitime qu'émanant du peuple, dit Rousseau, tout entier, que ce soit par voie représentative, que ce soit par voie de démocratie directe,
je dirais, peu importe. En réalité, cela importe à certains points de vue, mais je dirais que le principe est sauf quand le peuple tout entier peut, par des moyens institutionnels, même différents, statuer sur le contenu de la loi. Premier pôle, donc, de légitimité de la loi, la volonté populaire. Deuxième pôle, le droit naturel. Le droit naturel, qui ici est énoncé dans la Déclaration des droits, déclaration qui a évidemment valeur universelle. Le but de toute association politique est de la conservation, etc., etc. Donc, c'est ici le droit naturel, deuxième pôle de légitimité de la loi, qui constitue, je dirais, la borne, la limite de ce que la loi peut ordonner et de ce qu'elle peut interdire. Le contenu du droit naturel, on peut l'énoncer, c'est la déclaration. Le contenu de la loi en tant qu'elle est formée par la souveraineté populaire, par la volonté du peuple, lui, on ne peut pas l'énoncer du point de vue universel, abstraitement, si vous voulez. Pourquoi? Eh bien parce que les lois que se donnera un peuple dépendront nécessairement des particularités spéciales, contingentes de ce peuple. Elles dépendront de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le climat, et qui ne renvoie pas simplement au temps qu'il fait. Elles dépendront de la géographie, elles dépendront des reliefs, elles dépendront de la situation du pays par rapport à d'autres pays, elles dépendront des particularités ethniques, culturelles de la population de ce pays. Et donc, en tant que la loi est déterminée par la volonté populaire, elle ne peut pas recevoir de contenu a priori universel. En tant que la loi est tenue au respect du droit naturel, en revanche, on peut édicter les conditions générales, universelles de sa légitimité. Et donc, la souveraineté populaire ne peut jamais décider, ne peut jamais vouloir, ne peut jamais agir qu'à l'intérieur des cadres prescrits par le droit naturel, qui est donc l'instance suprême. Il n'y a rien au-dessus du droit naturel, et sans doute à l'échelle de telle association politique, il n'y a rien au-dessus de la volonté du peuple. Aucune souveraineté ne peut exister qui n'émane du peuple, ce que d'ailleurs la Déclaration des droits dira expressément, mais au point de vue, je dirais, de l'humanité et au point de vue de la vie sociale en général, il n'y a rien qui puisse prévaloir contre le droit naturel. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment et je continuerai pour finir. J'ai encore 2 ou 3 petites choses à dire avant de passer à l'examen de la 3e notion de la devise républicaine, à savoir la fraternité. Mais la fraternité, ce sera, comme je l'avais dit, pour l'année prochaine.